OK. En fait, il est quand même assez probable que je répète des choses que vous avez déjà entendues aujourd'hui, mais bon, c'est le jeu de passer en dernier et en même temps, vous verrez, il y a sûrement des choses qui vont se connecter avec la présentation qui vient d'être faite juste avant. Voilà. Ensuite, comme moi aussi j'ai fait le master en ergonomie dont Sophie a parlé au début, il est possible que comme tous les ergonomes, j'enfonce des portes qui sont déjà ouvertes et que vous entendiez des phrases, du genre, bah, «Nous sommes des humains, ce sont des machines», hein. Attention, spoiler alerte, vous allez sûrement entendre cette phrase. Voilà, bon, l'image d'introduction, elle n'est pas innocente, parce que quand même, dans cette présentation, je vous propose d'essayer de comprendre un peu les principes de base du fonctionnement des IA, mais aussi comment on pourrait éventuellement s'en inspirer ben, dans notre domaine. Voilà. Maintenant, je précise que l'IA, c'est un sujet qui est tellement vaste, je ne couvrirai certainement que certains aspects. Alors, dans notre parcours du rêve à la réalité, en fait, je vous propose quelques étapes, hein, qui sont d'abord d'essayer d'éliminer tous les fantasmes qui tournent autour du sujet, de voir en réalité quels domaines peuvent se revendiquer de l'IA, et peut-être nous essaierons de donner une définition de l'intelligence qui convienne le mieux aux machines. Nous verrons aussi comment les machines apprennent, qu'est-ce que c'est que la révolution du deep learning. Nous verrons très sommairement quelques exemples d'utilisation de l'IA, ainsi que ses limites et surtout, je pense, les facteurs qui sont essentiels pour permettre à l'IA de fonctionner. Et enfin, nous essaierons de voir dans quel domaine l'ergonomie ou l'interaction de machines pourrait imaginer utiliser de l'IA. Puis j'espère que nous aurons le temps d'imaginer le futur, mais peut-être dans la table ronde. Voilà. Comme nous sommes un World Usability Day, j'ai gardé comme fil rouge le parallèle entre l'homme et l'ordinateur dans cette relation créateur-créature, enfin plutôt humain versus machine, mais bon, je pense que comme vous l'avez deviné, Albert Einstein n'a pas créé Frankenstein. Alors on en a déjà parlé, je pense que le rêve, c'est peut-être celui du mathématicien anglais Alan Turing, qui est quand même précurseur de l'informatique avec tous ses travaux sur l'encodage de façon électromécanique de l'information au début, puis il a posé les bases de l'informatique. Et donc, il a parlé de ce fameux test ce qu'on a appelé le jeu de l'imitation ou le test de Turing, en fait, qui est un test basé sur un jeu de questions-réponses et sans voir son interlocuteur, est-ce qu'on peut faire la différence entre un homme ou un humain? Et sinon, bah, ça veut dire que l'ordinateur est devenu suffisamment intelligent. Seulement voilà, le vocable intelligence artificielle, il a un inconvénient majeur, c'est qu'il permet les fantasmes les plus fous, et surtout sur ceux qui en restent à la lettre en fait. Et alors c'est parti, des images que vous avez déjà vues, mais c'est parti pour les mauvaises IA, hein, celles qui veulent dominer, asservir l'humanité, la faire disparaître par peur, ou alors qui échappent à leur créateur. En opposition avec la bonne IA, celle qui nous assiste, qui nous fait la causette, ou alors qui donne aux machines toutes les capacités et les émotions des humains. Bon, certains, quand même, ont osé imaginer que finalement, bah, l'IA n'en aurait rien à faire de nous et qu'au final, cette relation serait un échec, hein, notamment dans le film Her ou dans le film IA de Spielberg. Enfin bref, dans tous ces imaginaires, on parle quand même d'une IA forte, c'est-à-dire une IA généraliste qui est capable de se comporter comme des humains, résoudre des tâches complexes, voire même d'avoir une conscience. Dans les faits, nous allons voir que l'intelligence artificielle, c'est avant tout du logiciel très très spécialisé, avec des algorithmes qui sont tout à fait inédits et qui sont très différents de ceux qu'on avait déjà utilisés jusqu'à présent. Et on parle pour autant, on parle d'IA faible, c'est-à-dire que c'est une IA qui ne sait faire qu'une seule tâche et qui se renforce et se spécialise pour faire cette tâche précisément. Donc j'en ai cité, j'en cite quelques-uns. Voilà, les principaux domaines, mais pas exclusivement, hein, des domaines qui se revendiquent de l'IA, ce sont tout ce qui est problème de combinatoire, notamment, on l'a vu dans l'exemple du jeu de Go, tout ce qui est traitement automatique du langage, la traduction, ou bien la détection de l'environnement, qu'on voit surtout en application dans les véhicules autonomes, et puis l'apprentissage profond. Et on va revenir un peu en détail sur ce terme apprentissage profond, sur cette notion, car en fait, elle est au centre de tous les autres domaines. Mais surtout, n'oubliez pas, en fait, l'IA, ça reste avant tout du logiciel. Alors, le mimétisme. Bien souvent, on s'inspire de la biologie et de la nature. Mais encore, est-ce qu'il faut s'en inspirer de la bonne façon? Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est la première machine volante, c'est l'avion 3 de Clément Ader en 1890. Mais en fait, ça a été un échec parce qu'il était trop proche de la chauve-souris. Donc certes, c'est un avion qui a décollé, qui s'est élevé dans le ciel, mais qui n'était pas du tout maniable et qui est retombé quelques centaines de mètres plus loin. En fait, si on avait trop copié les oiseaux, nos avions aujourd'hui auraient des plumes.
En fait, ce qu'il nous faut pour faire voler quelque chose de plus lourd que l'air, c'est comprendre le principe de l'aérodynamisme, avec ce phénomène de portance qui se crée au-dessus d'une aile et qui permet voilà, tout ce qui est plus lourd que l'air de voler. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre une machine intelligente? Est-ce qu'il faut copier le cerveau? En fait, la réponse est non, parce que si vous copiez le cerveau, vous allez copier aussi tous les câblages et toutes les fonctions qui sont inutiles aux machines. Par exemple, la régulation hormonale, la respiration, la gestion du rythme cardiaque, la température, enfin, voilà, tout ça. En revanche, l'apprentissage est inhérent à toute l'intelligence du vivant, à tous les animaux apprennent. Et l'expérience modifie les connexions synaptiques entre les neurones dans le cerveau. On parle de plasticité cérébrale. Et les algorithmes et les programmes d'intelligence artificielle, en fait, ils s'inspirent de ce principe pour permettre aux machines d'apprendre et de devenir, entre guillemets, donc intelligentes, mais dans des domaines très précis. Et donc, en réalité, la première machine à avoir appris comme nous résulte des travaux du psychologue Frank Rosenblatt. En fait, il s'est inspiré de la conception du réseau neuronal. Il l'a recréé artificiellement avec des fils électriques, des potentiomètres et une cellule optique. Et concrètement, en fait, la cellule optique joue le rôle de la rétine. Elle envoie des signaux électriques qui sont soit amplifiés, soit diminués par des potentiomètres pour produire en sortie un signal qui soit différent pour chaque image qui va être présentée à la cellule. Et aujourd'hui, c'est le même principe qui est utilisé dans les algorithmes d'apprentissage des machines. On représente les synapses par des valeurs de force ou des poids. Et un neurone, on le représente par un ensemble qui est composé donc de la somme de ces valeurs et d'un coefficient rectificateur qu'on appelle aussi le seuil, petit b. Et donc on compare la somme à la valeur de seuil. Si le seuil est dépassé, le neurone devient une valeur d'entrée dans le neurone suivant. Et son poids, ça devient la somme moins le seuil. Et si la valeur n'est pas dépassée, ça reste à 0. Et ainsi de suite. Alors, le deep learning, ça veut dire qu'avec les gains phénoménaux de puissance des calculs des ordinateurs, on a pu augmenter le nombre de neurones et de synapses qu'on a simulés dans les programmes d'apprentissage. Aujourd'hui, on arrive à des centaines de millions, voire des milliards de synapses qui sont simulées et des millions de neurones qu'on a superposés en couches. Et donc, on entraîne un réseau en lui présentant un signal d'entrée ainsi que la sortie correcte qu'il doit produire. Et on mesure la marge d'erreur entre la sortie produite et la sortie attendue. Et on applique un coefficient correcteur que l'on rétropropage. Donc le coefficient correcteur sur l'image, c'est le petit c en vert. On le rétropropage à tous les seuils de tous les neurones du réseau et on recalcule tous les synapses. Et ça sur des millions de cas, d'où l'explosion des calculs. Et c'est pour ça que les machines à base de puissance de calcul, notamment à base de GPU, ont permis à l'intelligence artificielle de faire d'énormes progrès. Voilà. Concrètement, dans une machine, ça prend toujours la forme de calcul matriciel ou de calcul vectoriel. Et à la fin, qu'est-ce qui reste? Il reste la mémoire de l'apprentissage qui réside dans la structure du réseau et dans la force de chaque poids et de chaque lésion. Tout comme chez l'humain, en fait, la mémoire, elle réside dans la structure des synapses et entre les neurones et dans la force de leur liaison. Donc le but, en fait, c'est de donner la capacité à un réseau de prédire lui-même sans erreur la sortie lorsqu'un nouveau cas qui est inconnu pour lui se présente. Donc ici, on lui présente une nouvelle image. Il estime à 97% que c'est une voiture. Plus simplement, en fait, ça revient à créer des matrices avec des centaines de millions de potentiomètres et on modifie, on ajuste les valeurs de ces potentiomètres pour chaque entrée qu'on présente et à chaque sortie qu'on veut qu'elle produise. On dit qu'on entraîne un réseau afin de renforcer une fonction précise. Donc ici, la fonction qu'on renforce, c'est un classifieur. Ça permet de classer les images. Et là, on se trouve dans une situation qu'on appelle souvent l'apprentissage supervisé. Ce qui est remarquable, en fait, et on l'a déjà dit dans une présentation, c'est qu'on observe dans ces réseaux artificiels l'apparition de couches, et ces couches se spécialisent dans l'extraction des caractéristiques qui sont de plus en plus complexes. On part du bas niveau du pixel vers des zones de contraste, puis vers des contours, vers un ensemble de patterns qui sont bien formés. Et une image de type voiture, en fait, c'est donc une image qui a la plus forte probabilité d'avoir certains patterns qui correspondent à des roues, à des vitres, à des rétroviseurs. On peut voir des similitudes un peu avec les concepts tels que les étapes du développement cognitif dans la théorie constructiviste de Piaget, par exemple. On va toujours du bas niveau vers le haut niveau.
de l'étape sensorimétrie vers l'étape opérationnelle. Ou encore, ça ressemble un peu à la théorie du traitement de la profondeur, du traitement de Craig et Lockhart en 72. Plus on extrait de la signification à un stimuli, plus le traitement s'effectue en profondeur. Et toutefois, je tiens à préciser, attention, ce sont des machines et nous sommes des humains. Petite parenthèse, hein, c'est grâce à cela aujourd'hui que la traduction de langue vient de faire un bond de géant, hein, parce que très schématiquement, à chaque fois, on part d'une suite de mots qui est dans n'importe quelle langue. On arrive à des probabilités de calcul telles que des calculs de probabilité que tel mot suive ou précède tel autre mot. Mais en fait, tout ça, ça se passe dans une sorte de métalangage universel de très haut niveau qui est absolument incompréhensible à l'homme. Et après, on est capable de redescendre et de recomposer cette suite de mots dans une autre langue. Et le tour est joué. Et donc là, cette semaine, je l'ai mis dans la présentation, Facebook a annoncé la création d'une IA de traduction qu'ils estiment être la plus puissante au monde parce qu'elle est basée sur un modèle de 15 milliards de paramètres. Et en fait, elle est capable de traduire dans 100 langues différentes et absolument sans passer par l'anglais, avec ce genre de système. Voilà, donc l'apprentissage supervisé, on en a déjà entendu parler. Vous avez aussi entendu parler d'apprentissage semi-supervisé ou par renforcement. En fait, le programme, il apprend à choisir ses actions pour optimiser une récompense au cours du temps. Il apprend par essai-erreur. Ça, c'est très pratique quand on veut, par exemple, apprendre une intelligence artificielle à jouer à un jeu vidéo ou si on veut apprendre à un robot à se spécifier, à se renforcer dans une tâche. Comme on voit aussi, il y a l'apprentissage non supervisé. Donc là, en fait, on a des données, on demande à la machine de découvrir toute seule quelle est la nature des structures qui existent au sein de ces données. Ou bien, par exemple, on lui montre des photos de visage, on lui demande, est-ce que toi, une machine, toute seule, tu peux comprendre ce qu'il faut pour synthétiser un visage humain? Donc, les évolutions dans le domaine de l'IA, elles sont très, très rapides, hein. Chaque semaine, il y a des nouveautés. On voit qu'à chaque type d'apprentissage, vont correspondre des types de réseaux. Donc, on en a déjà parlé aussi dans les présentations d'avant, hein. Par exemple, les réseaux de type LSTM ou Transformer, ce sont grosso modo des réseaux qui essayent de conserver dans le temps des informations du contexte dans lequel ils ont appris. Et donc, on les utilise essentiellement aujourd'hui dans le traitement du langage naturel, hein, ça paraît logique. Quand on parle de quelque chose, on veut garder le contexte. Ou bien on les utilise dans l'analyse des données temporelles. Les données temporelles, ce sont des données qui s'échelonnent dans le temps, qui sont des successions d'événements dans lesquels on voudrait retrouver des similitudes. Et alors, plus spectaculaire, on en a parlé, ce sont les fameux GAN, hein, qui sont des réseaux qu'on met en concurrence, en fait, qui sont adversariales. Donc, en fait, on a un réseau qui est un discriminateur, qui, au début, ne reconnaît rien, mais par contre, qui a été déjà entraîné et qui sait déjà reconnaître de lui-même les visages. Et puis, on lui associe un réseau qui est un générateur, qui, lui, ne sait rien du tout, qui commence à empiler des pixels. Et les images qu'il a produites, il les propose au discriminateur. Tant que le discriminateur ne reconnaît rien, le premier réseau continue à essayer d'assembler des pixels, jusqu'au moment où, bingo, le discriminateur, il reconnaît un visage. Et du coup, une fois qu'on a ce genre de concept acquis, ça permet n'importe quelle manipulation. Par exemple, toutes les images que vous voyez là, ce sont des images de visage donc, qui ont été générées automatiquement par une IA, par une intelligence artificielle. Et si vous faites l'opération, par exemple, un homme avec des lunettes moins un homme plus une femme, le réseau reconnaît ça et vous dit je vais générer une image de femme avec des lunettes. Ou bien typiquement, quand on a, là je l'ai mis parce que c'est particulièrement joli, quoi. On a une image qui a été décrite et on lui propose des styles de peinture et d'elle-même, l'intelligence artificielle est capable de régénérer cette photo à travers le style de peinture qu'on lui propose. Vous vous en doutez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est partout, hein. On pourrait remplir des dizaines de slides d'illustrations. Tout d'abord parce que le monde devient numérique, tout est un ordinateur. Et là, je vous renvoie au cours de Gérard Berry sur le site du Collège de France. Le Collège de France, c'est très pratique, c'est en français, c'est gratuit, c'est disponible à volonté. En fait, donc partout où il y a du logiciel, on peut avoir de l'IA, hein, que ce soit majoritairement dans toutes les applications qui sont dans vos smartphones, dans le filtrage du spam, dans les mails, dans les moteurs de recherche, donc tous les assistants vocaux de type OK Google,
Évidemment, dans la détection de visage dans les appareils photo, aujourd'hui, un appareil photo, il est capable de faire la mise au point tout seul sur un visage parce qu'il a reconnu la personne. Dans l'imagerie médicale, pour la détection de cancer, où le taux de reconnaissance des tumeurs faites par les IA est supérieur au taux de reconnaissance des humains. Dans la robotique, et bien entendu, donc, dans tout ce qui est détection de l'environnement, on en a déjà parlé, hein, c'est aujourd'hui ce qui équipe les voitures. Donc, chaque image est analysée, puis de chaque analyse, on détecte tout ce qui est la route, les voitures, les immeubles, voilà, de façon automatique. Les limites. Donc, les IA, en fait, le problème, c'est qu'elles n'ont pas de compréhension de la nature. Donc là, je vous ai montré des exemples qui sont issus d'un robot automatique qui s'appelle PicDeskBot. On voit, c'est une IA qui décrit les images. Donc, elle produit elle-même les phrases descriptives, plus tous les tags qui sont insérés dans la description des images. Mais ce qu'on voit bien, c'est elle est passée complètement à côté du sens de l'information, c'est-à-dire qu'elle n'a pas reconnu que c'était Barack Obama ni Angela Merkel. Et on voit bien que même aujourd'hui, dans sa description, un petit avion posé sur un immeuble, ce n'est pas vraiment le contenu. De plus, on voit bien que notre cerveau, nous, est bayésien. Et là, je vous renvoie aussi au cours de Stanislas Dehaene au Collège de France. Donc, dès notre plus jeune âge, en fait, on est capable d'inférer des lois de fonctionnement du monde à partir d'une seule observation, ou de corriger et de l'affiner juste avec d'autres observations, mais en fait très très peu d'observations. Ou bien on est capable d'extraire des propriétés génériques d'une image à partir d'une seule observation. Et donc, en fait, nous faisons des inférences hiérarchiques en cascade. Ça veut dire qu'on part d'une donnée, on arrive à en extraire des structures, puis des principes abstraits. L'IA n'a pas de structure actuellement pour extraire ou encoder le sens. Si je vous montre cette croix verte, vous savez immédiatement qu'il s'agit d'une pharmacie et je vous renvoie d'ailleurs au livre de Lionel Nakache, qui est neurologue et spécialiste en neurosciences cognitives. Et dans son livre, Le champ du signe, il émet même une hypothèse que nous, les humains, nous sommes capables de décoder le sens en même temps que nous décodons l'image, et qu'en fait, ce sens nous serait révélé à notre conscience juste quelques millisecondes plus tard. Donc, si vous montrez une séquence vidéo aujourd'hui d'un film à une IA, elle aura du mal à en prédire les 3 prochaines images. D'abord, il lui faudrait un modèle du monde physique. Mais pourtant, moi, si je vous dis la phrase « Michel a pris son sac et a disparu instantanément », vous pouvez de vous-même déduire tout ce qui va arriver. Les IA ne peuvent pas faire ce genre de prédiction. Et surtout, les IA, aujourd'hui, peuvent encore commettre de grossières erreurs. Donc ici, c'est un réseau qui a été entraîné à partir de la banque de données ImageNet. Donc, une fois qu'il est entraîné, il fait des prédictions tout à fait correctes. Et si on rajoute un petit bruit dans l'image, donc c'est une modification de valeur de signal, pour nous humains, l'image elle est sensiblement la même, sauf que pour l'IA, elle est plus capable de la reconnaître et fait des erreurs de prédiction. Donc là, la classification correcte fait que chaque image a été reconnue comme une autruche. Ce qu'il faut faire aussi attention, c'est au surapprentissage. C'est un problème qui est bien connu également. Si votre jeu d'entraînement des IA est trop spécifique, typiquement là on montre trop d'images d'un loup sur fond blanc, dès qu'on présente un loup sur fond vert, l'IA reconnaît un chat. Tous les systèmes de réseau de neurones ont ce type d'instabilité. Et pour éviter tous ces problèmes, en fait, il faut comprendre les opérations mathématiques sous-jacentes. Mais en fait, aujourd'hui, on voit que c'est un problème dans lequel on n'a pas encore fait d'avancées fulgurantes. Ça reste un problème d'actualité. Parce que justement, je vous renvoie au cours de Stéphane Mala, toujours sur le site du Collège de France, c'est français, c'est gratuit, c'est disponible à volonté, qui est mathématicien et qui pose justement tous ces problèmes de l'apprentissage face à la malédiction de la grande dimension. Parce qu'aujourd'hui, c'est un domaine, l'IA, c'est un domaine qui est majoritairement dominé par l'informatique. Donc, on a des algorithmes qui sont des algorithmes informatiques, empiriques, et les mathématiques, qui sont des outils pour comprendre toutes les interactions entre les paramètres, ils sont très en retard dans ce domaine, en fait. On ne comprend pas les performances, on ne comprend pas les limites, et on n'arrive pas du tout mathématiquement à expliquer les résultats obtenus par les réseaux de neurones. Et on l'a déjà dit, les IA, pour s'entraîner, pour devenir performantes, elles ont besoin d'énormément de données labellisées pour apprendre. Donc, les clés de la réussite, c'est peut-être le slide le plus important. Vous l'avez compris, ce sont des algorithmes qui se renforcent avec entraînement par la donnée. Donc,
Les clés de la réussite, ce sont des données en abondance, des données bien maîtrisées, des données qui sont en adéquation avec un problème qu'on a à résoudre, mais qui est un problème bien modélisé. Et de ce fait, les plus forts, ce sont toujours les majors, hein, Google en tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils occupent une place dominante au cœur d'Internet, au cœur du big data. Et par exemple, chaque jour sur Facebook et Instagram, on dépose 2 milliards d'images. Donc, ces 2 milliards d'images passent à travers 2 réseaux en quelques secondes. Le premier réseau fait la reconnaissance d'images, le tagging, et le second réseau fait la reconnaissance faciale. Et donc, chaque jour, avec nos données, en fait, nous aidons à l'amélioration des programmes d'intelligence artificielle de ces géants qui renforcent leur position dominante. Voilà. Petite parenthèse, c'est un peu grâce à cela que Facebook recrée lui-même le réseau social de vos fréquentations. Quand vous postez des photos sur un mur, il est capable tout seul de reconnaître les gens qui sont dans ces photos et de refaire les liens si ces photos apparaissent sur d'autres murs, etc. Alors, et pour terminer cette présentation et se recentrer un petit peu sur l'interaction entre l'homme et la machine, on pourrait se demander est-ce que nous, on peut s'inspirer du machine learning pour entraîner une IA, par exemple, à prédire le niveau d'utilisabilité d'un site web ou bien comment on pourrait bâtir de nouveaux principes pour l'IA à partir de nos connaissances à nous sur le cerveau. Typiquement, si on présente à un réseau de neurones un site web et son score d'utilisabilité, si on en présente des millions, et qu'un jour on arrive, on lui dit tiens, peux-tu me prédire le score de ce nouveau site internet? Il va en extraire les caractéristiques et peut-être nous sortir un score d'utilisabilité. Pareil, tout ce qui est pour résoudre des problèmes d'accessibilité, on peut imaginer que l'IA va avoir la capacité de s'adapter au handicap de chacun en intégrant déjà toutes les normes et toutes les guidelines qui sont dans ce domaine et surtout plus besoin de taguer ou de baliser les sites avec des outils spécifiques. L'IA va être capable déjà de tout reconnaître, de tout décrire, de tout verbaliser. Elle va devenir un chatbot imbattable, un traducteur hors pair, et donc en fait, elle va devenir un assistant multimodal complet. Et toujours dans l'accessibilité, on voit bien que l'IA va améliorer le fonctionnement de toutes les prothèses qui vont se renforcer par rapport au handicap de chacun, toute seule. Avec des apprentissages par série temporelle, on voit bien que l'IA va devenir un assistant qui va être capable de s'adapter à toutes nos habitudes. Et peut-être, enfin, on en a déjà parlé, au retour sur le fantasme, l'IA va-t-elle nous permettre de devenir des cyborgs, de nous interfacer directement avec les machines via notre cerveau? L'enjeu majeur pour les neurosciences et la psychologie cognitive, l'informatique, ça reste bien de comprendre tous ces principes qui sont sous-jacents à l'intelligence. Dans les années 80-90, l'approche computationnelle s'inspirait du fonctionnement de l'ordinateur pour essayer d'expliquer le fonctionnement cognitif du cerveau. Aujourd'hui, ce sont des principes de fonctionnement du cerveau qui inspirent le développement des IA. On rejoint notre fil rouge, hein. Les avancées futures dans ce domaine restent un challenge qui est scientifique et pas forcément technologique, hein. La majorité des idées révolutionnaires elles viendront du monde académique, même si les applications les plus importantes, elles viendront du monde de l'industrie. Et si jamais, on va dire, une IA qui serait de niveau humain devait émerger, de toute façon, je pense que ce serait de façon très, très, très progressive. Car au final, est-ce qu'il s'agit vraiment de comparer les hommes aux machines? On ne sait même pas de combien on a réussi à hacker le cerveau humain, hein. Même si les machines nous dépassent en puissance de calcul, nous faisons toujours dans notre cerveau 10 puissance 16 opérations par seconde, et ce sont des opérations dites complexes. Ce qui laisse à dire, par exemple, à Yann Lequin, qui est directeur du Facebook Intelligence Artificielle Research Lab, qu'il y a encore un facteur d'écart de puissance peut-être d'1 million entre nous et la machine, ce qui, en loi de Moore, peut se mesurer peut-être sur 30 ans, 40 ans. Et puis, on peut penser quand même qu'il est vraiment important de faire la différence entre l'intelligence et l'autonomie. Et là encore, la plupart des systèmes qui sont dits intelligents ne seront pas autonomes. Alors l'enjeu, est-ce que c'est vraiment de donner des émotions aux machines? Je vous renvoie sur le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, sachant que nous, les humains, sous le coup des émotions, nous ne prenons pas forcément toujours les bonnes décisions. Et puis, comment modéliser dans un calcul informatique l'empathie? L'empathie qui est un sentiment qui est provoqué quand on détecte la souffrance ou la détresse chez quelqu'un et qu'on a la volonté de vouloir y remédier.
Est-ce qu'il y a un algorithme qui permet de modéliser ça sous forme de 0 et de 1 ou sous forme de calcul? Voilà. Ou alors au contraire, est-ce que, sachant qu'on est irrationnel, nous les humains, est-ce qu'il ne vaut mieux pas parfois prendre des décisions qui sont juste basées sur les données ou inventer des machines qui savent plutôt faire ce que nous ne savons pas faire? En tous les cas, ce qui est clair, c'est que les sciences informatiques, les neurosciences, les sciences cognitives n'ont pas fini de collaborer. Je vous remercie. Timing parfaitement respecté. Il reste 3 minutes pour les questions-réponses. J'en profite dans les références pour mettre les ouvrages que j'ai cités et puis les cours du Collège de France dont je me suis largement inspiré et à qui je dois rendre hommage. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Levez la main. Alors, bon, ben, Fabien, c'est encore à vous. Oui, merci. Je vais essayer de changer de voix pour être plus discret, je ne sais pas. Oui, je l'ai mis en message dans les questions-réponses, mais je voudrais bien avoir votre avis. Est-ce que vous avez vu l'information que Google, justement, va, et je suppose à travers un travail d'intelligence artificielle, va utiliser l'utilisabilité pour améliorer le référencement, enfin améliorer, en tout cas modifier la façon de référencer les sites et les résultats de moteurs de recherche. En 2021, ils vont lancer une nouvelle façon de référencer et sera comprise dedans l'utilisabilité. Alors, dans l'utilisabilité, là, j'ai survolé pour l'instant la question. Il y a juste 3 critères qui ne me semblent pas couvrir l'ensemble de ce qui est nécessaire et je ne sais pas comment ils vont faire non plus. Donc, mais est-ce que vous avez vu l'info ? Alors, personnellement, non, moi, je n'avais pas vu l'info. Bon, des infos sur l'intelligence artificielle, chaque semaine, il en tombe, hein, si vous regardez un peu. Celle que j'ai vue récemment aussi de Google, parce qu'en fait, bon, Google, il faut voir, il est vraiment au centre de tout, notamment avec l'entreprise DeepMind qu'il a racheté, qui a permis de faire des évolutions sur l'apprentissage non supervisé, parce que le problème de l'apprentissage non supervisé, c'est que quand on est comme ça dans des très très grandes dimensions, des fois, quand on demande à une machine d'extraire elle-même des informations pertinentes ou discriminantes qu'elle trouverait parmi ces données, les réponses qu'elle donne sont pas satisfaisantes. Ce que Google, alors moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que donc, comment Google est alimenté chaque jour par des milliards de requêtes. Ils vont lancer en novembre, en fait, ils vont upgrader leur moteur de recherche d'une puissance phénoménale grâce justement à l'intelligence artificielle. Ils vont le coupler à cet agent qui répond bien, qui a la capacité de maintenir quand vous faites c'est un chatbot vocal, mais quand vous dialoguez avec lui, il a cette capacité à maintenir la pertinence du contexte de la discussion. Et donc, sur la dernière Web Developer Conférence de Google, Google I.O., je crois, ils ont montré ce qu'ils allaient faire dans cette révolution qui arrivait dans leur moteur de recherche. Ok. Merci. Alors, on a encore une question. Alors, bonsoir. Si je ne dis pas de bêtises, à un moment, vous avez parlé d'un projet de traduction via le deep learning, si je ne dis pas de bêtises. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que c'est le projet qui a été élaboré entre la plateforme DeepL et Quantmetry, auquel vous faisiez référence? Alors là, le projet dont moi j'ai parlé, c'est un projet Facebook. Ok, vous en avez un. Alors, vous avez OpenAI, c'est une plateforme de moteur d'intelligence artificielle open source. OpenAI, ils viennent aussi de publier des résultats dans ce domaine de la traduction. OpenAI aussi, ils viennent de lancer, donc pareil, d'annoncer qu'ils avaient réalisé ce fameux fantasme d'une IA qui serait dite généraliste, c'est-à-dire qui arriverait à répondre à plusieurs problèmes. Seulement, aujourd'hui, elle a la consommation d'une centrale nucléaire, quoi. En termes de data center, comme je l'ai montré dans le slide, là, ces data centers, là, ils font 100 millions, 100 pétaflops, c'est 100 millions de milliards de calculs par seconde. Mais ça consomme, ça pose un problème, hein, ça consomme 100 milliards de kilowattheures par an. Donc, ça renvoie un petit peu, parce qu'en fait, ça ne sait faire que du calcul, mais ça ne sait faire que c'est toujours ce même deep learning, ce même réseau d'apprentissage profond
qui ne sait faire que du calcul de renforcement par les données, quoi. Alors, vous avez un des papes de l'intelligence artificielle qui s'appelle Jeffrey Hinton qui dit qu'avec le deep learning, on sera capable de résoudre tous les problèmes. Mais quand on voit que pour faire une IA qui ne serait pas une IA spécialisée, mais une IA dite générique, on consomme des data centers à plus savoir qu'en faire, je sais pas. Moi, je suis un peu perplexe. D'accord, je vois. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En fait, je pense qu'en fait, dans la traduction, en ce moment, il y a il y a des IA qui sortent tous les jours. Oui, comment dire, il y a tellement en fait, de nouveaux apports, comme vous avez dit tout à l'heure, que du coup, voilà. Enfin, il fait quand même pas bon être interprète, hein, sauf si, pour des raisons de confiance, on a besoin de parler à une machine pour traduire quelque chose. Aujourd'hui, ces IA-là, elles sont imbattables sur le plan de la traduction. Elles font plus d'erreurs. D'accord, oui. Parfait, merci à vous pour la réponse, c'est bon. Merci beaucoup.